Monsieur Bladam, bonjour. Bonjour, Hassim. Ça va? Ça va, enfin, à part qu'il fait un peu froid, mais ça va, mais c'est la saison. C'est qui? C'est une personne simple, un simple citoyen, qui a eu la chance de vivre déjà enfant la guerre de libération nationale et donc qui a gardé de très vifs souvenirs de cette période et qui lui permet de comprendre un peu ce qui s'est passé et la façon dont on peut voir à partir d'aujourd'hui les choses d'alors. Donc je disais simple citoyen qui était un enfant de la guerre, un pur produit de la guerre de libération nationale. J'ai eu également la chance d'avoir fait des études. Je disais à mes enfants il n'y a pas longtemps qu'en pleine guerre, alors que nous avions faim, que nous avions froid et que nous avions peur, ma mère et mes sœurs me disaient « toi tu deviendras un jour médecin ». Et c'est comme ça que je suis devenu médecin, alors que c'était un projet absolument fou à l'époque. Donc je suis d'abord médecin de formation, j'ai fait même une carrière hospitalo-universitaire au sommet, je suis donc professeur des universités en médecine. Mais comme mon père voulait aussi que je fasse de la politique, il voulait que j'aille à faire l'école nationale d'administration, qui venait d'être créée par Feu Daré. Donc après j'ai fait Sciences Po. J'ai usé d'un subterfuge pour m'inscrire à Sciences Politiques. Et c'est comme ça que j'ai fait un diplôme de Sciences Politiques, puis un magistère. Et je devais même faire un doctorat à Paris, mais malheureusement, je n'ai pas eu assez de temps. Je me suis consacré entièrement à la médecine. Donc après, j'ai fait donc une carrière médicale. Et puis maintenant que je suis un peu moins chargé sur le côté médical, j'ai repris ma casquette de politologue. Et c'est comme ça que j'ai commencé depuis 2008 à écrire des livres sur le mouvement national avec le fil conducteur Ben Arman. Assez vaguement parlé de ce dossier, mais ce que j'en ai compris, c'est qu'il y a un monsieur qui s'est improvisé médecin et qui a lancé un produit sur le marché dans lequel il a introduit la notion divine, Rahmat Rabbi. Donc déjà l'utilisation de Dieu, de la religion pour vendre un médicament, je trouve ça particulièrement scandaleux. Deuxièmement, ça fait partie de la régression générale. Moi j'appelle ça un processus de pseudo-orientalo-salafisation de notre pays. C'est-à-dire on a quitté le domaine du rationnel pour aller dans le domaine de l'irrationnel et de l'archaïsme. Alors quand un ministre de la Santé s'implique, ça tombe même sous le coup de la loi. Ça tombe même sous le coup de la loi. Je suis étonné qu'il n'ait pas été vertement rappelé à l'ordre par le président de la République et le Premier ministre. Donc ça fait partie des archaïsmes qui ont ressurgi dans notre pays et qui font que malheureusement les jours qui s'annoncent ne sont pas très très clairs. Oui, donc peut-être avant de parler de tempête, je voudrais juste faire une brève rétrospective sur mes livres. J'ai abordé dans mon premier livre qui s'appelle L'Algérie en guerre et qui était réédité chez Casbah sous le terme de résistance algérienne, j'ai abordé les problèmes algéro-coloniaux, c'est-à-dire l'Algérie face à l'adversité coloniale. Ensuite, j'ai fait un deuxième livre qu'on peut classer dans la série des pamphlets, dans le genre pamphlet, parce que j'ai tenu absolument à répondre à Kafi Ibn Bella pour j'allais dire le débinage à propos d'Abban. Et donc j'ai tenu à sortir ce livre-là du vivant de ces deux dirigeants. Et Dieu merci, j'ai réussi à le sortir alors qu'ils étaient encore en vie. Le troisième livre, et il s'agit donc des problèmes algéro-algériens, c'est-à-dire les questions de pouvoir dans la Révolution. Et c'est pour ça que je l'ai intitulé « Nuages sur la Révolution », avec un sous-titre « Abban au cœur de la tempête ». C'est simplement pour dire que les nuages, ils sont le fait non seulement d'un certain nombre de dirigeants, c'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes suscités par d'autres dirigeants, mais Abban lui-même est partie prenante à ces nuages parce qu'il a eu un rôle prééminent. C'est le seul dirigeant qui a eu la haute main sur toutes les questions d'ordre national et international, personne avant lui et personne après lui. Donc à ce titre-là, il a pris des décisions, il a fait des choix politiques, il a fait des nominations, et ça aussi, ça a participé de ces nuages dont je parle dans mon livre. Et c'est pour ça qu'il y a eu des rivalités de pouvoir, notamment entre trois
dirigeants, de 3 personnages principaux dans la révolution. Il n'y a que ces 3-là qui ont en effet prétendu au leadership et à l'incarnation totale de la révolution. C'est Abban, Ben Bella et Karim El-Qasem. Et c'est pour ça que c'est ce que j'ai appelé les nuages. Donc c'est rivalité de pouvoir. Et c'est ces nuages précisément qui vont se déchaîner en tempête. Cette tempête qui, comme j'ai souvent l'habitude de le répéter, c'est cette même tempête qui va emporter Abban, qui va d'abord l'emporter politiquement et puis qui va l'emporter physiquement. Et ça, on peut éventuellement en parler un peu plus en détail dans la suite de notre entretien. Justement, politiquement, comment ça a été? Politiquement, une fois qu'à Alger, tant que le CCE, l'instance suprême de la révolution, était à Alger, Abban était le dirigeant numéro 1, par la force des choses. Il est sorti de la Soumam comme le dirigeant prééminent et tout le monde lui faisait confiance, sauf que déjà à la Soumam... Rappelons que le CCE, c'est l'instance suprême de la révolution qui est née à la Soumam, puisque la Soumam, elle a donné des instances à la révolution, dont le CCE, qui est le gouvernement de l'Algérie en guerre, et le Conseil national de la révolution algérienne, qui est le parlement de l'Algérie en guerre. Après, c'est le Congrès, bien sûr, qui nomme ces instances. Mais la révolution a été dirigée par le CCE et le CNRA. À l'époque, le groupe de Oujda n'existait pas. Par contre, je suis tout à fait d'accord quand vous dites en créant le CCE, avec un certain type de dirigeants, des dirigeants de l'intérieur seulement, effectivement, Abban s'est mis à dos, non pas le groupe de Oujda qui n'existait pas. Ils étaient totalement insignifiants en 1957. Il n'y avait ni Boumediene, ni tous ses camarades. Par contre, la rivalité, c'était entre la direction intérieure et la délégation extérieure incarnée par Ben Bella, Boudiaf, Aït Ahmed, Khidr. Donc il faut pas, le groupe de Oujda n'existait pas à l'époque. Ce n'est pas du tout, on ne peut pas parler de ça. Même, je vois beaucoup sur Facebook, sur Internet, qu'Abban a été assassiné par le groupe d'Oujda. C'est totalement inexact. Le groupe d'Oujda n'existait pas à l'époque de l'assassinat d'Abban. Effectivement, je reprends ce que vous avez dit, en lançant les institutions, en créant les institutions de la Révolution, et surtout en désignant, c'est-à-dire je parle du Congrès à la Soumam, en désignant des dirigeants de l'intérieur, Abban a suscité l'opposition des dirigeants de la délégation extérieure et notamment de Ben Bella, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a eu cette fameuse crise des Aurès. Le maquisard aurétien s'était opposé très fermement au Congrès de la Soumam. Oui, d'accord. Donc effectivement, à ce jour, il y a ce qu'on appelle les avis d'un clan. Ceux qui étaient dans un clan, notamment le clan qui était opposé à Abban, et ils ont beau jeu aujourd'hui de justifier sa mort en disant qu'il était méprisant, qu'il était dictateur, etc. Je ne cite que le cas d'un ancien ministre de l'Intérieur qui était absolument inconnu au bataillon à l'époque des faits et qui s'est avancé il y a maintenant 1 an et demi à dire que l'assassinat d'Abban était une bonne chose, était tout à fait légitime. Mais ça, c'est l'avis d'un clan. C'est l'avis de ceux qui l'ont tué. Puisque ce personnage-là, ancien ministre de l'Intérieur, était ce qu'on appelle un Boussof boy, un malgache. Et donc, en plus, il dirige l'association nationale des anciens du Malga. Donc pour eux, il faut défendre le temple boussofien. Et donc tout ce qu'a fait Boussouf, il faut le légitimer, y compris l'assassinat d'Abban. Donc je comprends effectivement. Maintenant, on revient également au cas de Ben Bella et de Kafi. Ben Bella, c'était le principal rival politique d'Abban. Et donc à ce titre-là, il ne peut pas en dire du bien, quoique j'ai eu à rencontrer pendant toute une après-midi Ben Bella, il n'a pas tari d'éloges sur Abban. Et j'ai été même très très étonné qu'après, sur Al Jazeera, il ait dit des choses absolument indignes. J'avais compris en fait que c'était après la sortie du livre de Mbrouk Belhoussin, Le courrier Alger Le Caire, où Abban était tombé à bras raccourcis sur Ben Bella en l'accusant de traître, etc., avec des arguments notamment. Et Ben Bella, il s'est retrempé dans cette ambiance et il est tombé donc de manière très très indigne sur quelqu'un qui ne pouvait pas lui répondre. Quant à Ali Kafi,
qui est aussi l'un des contempteurs d'Abban, c'est-à-dire l'un des opposants à retardement d'Abban, parce qu'à l'époque des faits, bien entendu, ils ne pouvaient pas s'opposer à Abban, ils ne jouaient pas dans la même cour. Donc, quant à Kafi, Kafi appartient à un clan, c'est le clan de Bentobel. C'était l'ombre de Bentobel, et donc il ne pouvait pas être d'accord avec Abban. Donc, c'est l'avis d'un clan. Alors, puisqu'il s'agit d'avis de clan, et donc Abban doit répondre. Comme Abban ne peut pas répondre, c'est pour ça que j'ai travaillé, j'ai trouvé des arguments pour répondre à ces gens-là. Et c'est comme ça que j'ai sorti donc, ce fameux pamphlet qui s'appelle Ben Bella Kafi Ben Nabi, puisqu'il y a aussi Ben Nabi, contre Abban, les raisons occultes de la haine. Et c'est dans ce livre-là que j'ai expliqué l'ensemble des motivations des uns et des autres pour s'attaquer à Abban 50 ans après sa disparition. Ce que notre pays a connu une phase très très difficile, la résurgence d'un certain nombre d'archaïsmes, notamment à travers l'idéologie islamiste. C'est le retour au califat en quelque sorte. Et donc l'establishment, je dirais même, je peux préciser, l'establishment militaire algérien a ressorti Boudiaf et Abban comme des références programmatiques. Abban comme il avait une vision plutôt laïque et moderne du pays et de l'avenir du pays, et Boudiaf également, donc ils les ont ressortis comme une référence programmatique. Or, Abban, qui revient par la grande porte dans l'historiographie nationale et officielle, c'est quelque chose que ne pouvait pas admettre ni Ben Bella ni Kafi. Et donc c'est comme ça qu'ils lui sont tombés à bras raccourcis, une façon de le descendre de son piédestal. C'est comme qui dirait, il ne mérite pas ça. Ils ne méritent pas ça et que eux, ils ont pratiquement j'allais dire un potentiel plutôt négatif dans l'opinion publique. Que ce soit Kafi, pour ses frasques, pour un certain nombre de choses dont il n'est pas asséant de parler ici, et pour Ben Bella, dont tout le monde sait comment il a gouverné l'Algérie de 1962 à 1965. Et ses accointances multiples avec l'Orient, notamment avec l'Égypte nassérienne, qui nous a envoyé les sources de notre malheur actuel. Je pense qu'il y avait aussi, de la part de Ben Bella, c'est une certitude. On ne pouvait pas admettre qu'un Kabyle émerge comme l'une des personnalités les plus en vue de l'histoire nationale récente. Parce que d'abord, il avait une vision plutôt moderne et plutôt occidentale de l'avenir du pays. Et d'autre part, les blessures de la crise de 1949 n'étaient pas encore fermées à ce jour. Je pense que de la part de Kafi et de Ben Bella, il y a certainement une espèce d'anti-kabylisme primaire, ou même, je dirais même primitif. Quant à ces assassins, malheureusement, il n'y a pas que des Arabes, entre guillemets. C'est ça le vrai problème. C'est qu'il faut une main kabyle pour prêter le coup afin de faire passer le couteau. Donc ça, c'est ça qu'il faut remarquer. Ceci dit, l'essentiel du problème concernant Abban, c'est un problème de vision politique. Abban avait une vision politique, et en face, ses adversaires, je dirais même pas politiques, ses adversaires militaires, les colonels, avaient plutôt des appétits de pouvoir. Et Abban, qui était sur le point de reprendre les choses en main, en réinstallant la direction de la révolution à l'intérieur, il a signé son arrêt de mort. Déjà, la question est un peu biaisée. Quand on parle d'Abban Amnan dans son foyer, Abban Amnan n'a jamais eu de foyer. Abban Amnan n'a eu qu'un seul foyer, c'est celui de la cause nationale. Moi, j'ai l'impression qu'il est né avec l'idée nationale. Autant que remontent les souvenirs de ceux qui me racontent, et puis j'ai des souvenirs personnels, Abban a toujours été branché sur la cause nationale, très petit. Pas tolérer le moindre écart à l'injustice. Il avait également horreur de l'usage abusif de la force, c'est-à-dire dra'. Le batalak de dra'. C'est quelque chose qu'il abhorrait, qu'il détestait par-dessus tout. Autre trait de caractère d'Abban,
c'est que c'est quelqu'un qui, très jeune, il voyait déjà l'Algérie indépendante. Une anecdote, je sais que vous aimez les anecdotes. Un jour, je crois que c'était dans les années 40, à la fin des années 40. Donc c'était après la Seconde Guerre mondiale, c'était après la famine qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Il était au village, il devait avoir 26-27 ans. Et donc il était au beau milieu d'une foule de jeunes et moins jeunes. Et il parlait de l'Algérie, du colonialisme, etc. Et puis à un certain moment, il lève la tête vers le ciel. Il lève la tête vers le ciel. Il se tait et regarde le ciel. Et puis les gens lui disent, mais qu'est-ce que tu regardes? Ils ont cru qu'il était devenu fou. Il a dit, est-ce que vous voyez le petit avion qui passe là-haut? Et tout le monde a prêté attention. Effectivement, il y avait un avion qui passait. Ça, c'est mon oncle, Amar, qui me raconte ça, donc il était présent. Et il dit, vous voyez le petit avion qui passe là-haut? On lui dit oui. Il dit, cet avion-là, il arrivera un jour où, quel que soit l'appareil qui survolera le ciel de notre pays, il devra nous demander l'autorisation de passer par chez nous. Il a dit une chose, y compris cette France-là qui nous domine, si un jour elle doit passer au-dessus de nos têtes, il faut qu'elle nous demande l'autorisation de passer au-dessus de nos têtes. Il a dit, ce jour-là, nous serons devenus une nation parmi nous. D'une nation, une nation. Exactement ses propres mots. Également, une vision très apocalyptique de la Révolution. Au beau milieu d'un groupe de jeunes, il disait, la guerre était déjà déclarée, c'était donc entre son arrivée de début 18 janvier 1955 et son départ dans la clandestinité, au début mars 1955. Donc au milieu de ces jeunes-là, il leur disait, vous allez voir, ce qui va se passer dans notre pays sera terrible, le colonialisme ne sera pas pris si facilement sur notre pays, il brûlera nos forêts, il assassinera nos jeunes, il s'approchera de nos femmes, il tuera nos enfants, il mettra le feu à notre pays, il ne lâchera jamais prise aussi facilement. Il les regarde droit dans les yeux et il leur dit, à l'aube de l'indépendance, beaucoup parmi vous ne seront pas là. Et les jeunes qui regardaient étaient un peu terrifiés. Il leur a dit en souriant, il leur a dit, mais calmez-vous. Il a dit, celui que vous voyez, il ne survivra pas à notre indépendance. Ça, c'est un souvenir personnel. Dans un de mes livres, que Abban n'a pas lu ou n'a pas compris Machiavel, s'il l'a lu. Parce que s'il l'avait lu, il n'irait pas faire son rapport en tant que chef du CCE devant un parterre de militaires et de révolutionnaires établis à Tunis en leur disant, vous dépensez trop, vous prenez trop de taxis, vous habitez dans les palaces, etc. Il leur a dit, le jour où vous ferez votre examen de conscience par rapport à l'argent public, il appelait les deniers du peuple à l'époque, il dit, ce jour-là, ce sera le début de notre victoire. Alors si vous dites ça à des gens qui sont installés à l'extérieur, vous leur dites en plus primauté de l'intérieur sur l'extérieur et primauté du politique sur le militaire, ça c'est pas fait pour vous attirer des amis. Et c'est pour ça que j'ai tiré la conclusion, il n'a pas lu Machiavel ou s'il l'a lu, il ne l'a pas compris. Parce que Machiavel, lui, il dit, au contraire, il faut encourager, si vous voulez garder le pouvoir, il faut encourager les vices de ses adversaires politiques. Je crois qu'Abban avait signé son arrêt de mort politique après lecture du rapport du CCE au CNRA d'août 1957, au Caire. Et 6 mois plus tard, on sait ce qu'il est advenu de lui, c'est-à-dire le 27 décembre 1957. C'est le titre d'ailleurs d'un de mes chapitres dans mon prochain livre, Le grand mensonge algérien. Donc c'est effectivement 5 mois plus tard, c'est-à-dire fin mai 1958, la une d'El Moudjahid était consacrée à Abban avec une grande photo à la une et un très long éditorial, très élogieux sur Abban. Donc c'est un mensonge, on a travesti l'assassinat en mort glorieuse au champ d'honneur. C'est ce qui va se répéter, j'allais dire des dizaines de fois dans l'historiographie algérienne.
Ça, en fait, il y a toute une histoire derrière cela. Initialement, les services de Bossof ont fait même composer un poème à la gloire d'Abban, en utilisant les initiales, les lettres de son nom et de son prénom. Ça, tant que les gens pouvaient encore croire qu'il est mort au champ d'honneur. Voilà, on a composé ce poème qu'on a distribué par milliers, fait des tirages, des services de Bossof. Et donc, pour accréditer l'idée qu'il est mort au champ d'honneur. Donc, quelque chose de très élogieux. Quand la rumeur de son assassinat commença à émerger, les mêmes services de Bossof ont sorti des rumeurs comme quoi Abban a été liquidé parce qu'il a dénoncé Ben Mehdi. Il a donné Ben Mehdi son meilleur ami, dont il ne connaissait pas la cache. Et bien sûr qu'il a ensuite, après qu'il est un agent du capitaine Léger, qu'il a fait des canons de négociation avec l'ennemi colonialiste, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la diabolisation de la deuxième phase. La phase où la rumeur de l'assassinat est venue s'imposer. Et curieusement, ces assassins, les colonels, à aucun moment ils n'ont avancé ces rumeurs-là. À aucun moment. Ni les canaux de négociation, ni les histoires de Ben Mehdi, ni... je le démontre d'ailleurs dans mon prochain livre, ces assassins, les commanditaires de sa liquidation, ne trouvent d'argument que dans l'indiscipline. L'indiscipline, entre guillemets, ça veut tout dire. L'indiscipline, c'est-à-dire qu'il a décidé de son propre chef de rentrer à l'intérieur et de restaurer la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Ça, je vais le démontrer dans mon livre, avec beaucoup de témoignages, avec un raisonnement, avec bien sûr des faits très concrets, presque établis jour après jour, que l'assassinat d'Abban, c'est sa décision de rentrer à l'intérieur du pays et de rétablir la direction à l'intérieur, avec bien sûr des appuis de certains chefs militaires, et notamment de la base de l'Est, de Amara Bouglez. Comme je l'ai dit en off tout à l'heure, avant que nous entamions cet entretien, je préfère laisser, on pourra en parler, j'espère qu'on se reverra, on pourra en parler à la sortie du livre qui ne saurait tarder à être publié maintenant, puisqu'il est prêt et je me suis engagé à le sortir au courant du premier semestre 2017. Puisque nous organisons fin 2017 le 60e anniversaire de l'assassinat de la mort d'Abban. Après, il ne sera plus question d'assassinat, de la disparition d'Abban, puisque la vérité sera dite. Elle sera dite dans mon prochain livre. Ce n'est pas une vérité absolue, parce que la vérité absolue, il n'y a que Dieu qui la sait, les principaux protagonistes, quoique j'ai un témoignage circonstancié de l'un des protagonistes, c'est-à-dire l'un des colonels qui était présent sur les lieux du complot et sur le lieu de l'assassinat. Donc j'ai un témoignage complet. On ne peut pas avoir mieux que ça. On évoquera ça cette année, j'espère. J'espère, puisque je me suis engagé à ce que ce livre sorte pour que la vérité soit dite une bonne fois pour toutes et qu'ensuite on puisse faire le deuil définitif en fin 2017, c'est-à-dire le 27 décembre 2017, soit 60 ans après l'assassinat d'Abban. Toujours, il a une image hautement positive. Bien sûr, ailleurs, notamment en Kabylie, parce qu'ailleurs, quel que soit le dirigeant et quelles que soient ses qualités, il est souvent malheureusement regardé en fonction de sa région. Dans l'historiographie officielle, c'est une image plutôt pudique, parce que on n'osera jamais aller au fond des choses concernant Abban, parce que malgré tout, c'est une tache noire dans le système algérien qui est né pendant la Révolution. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que
le système de pouvoir, les appareils sécuritaires d'État sont nés pendant la Révolution. 57 a été une année véritablement charnière, puisque c'est la prise du pouvoir total par les militaires. Et c'est à partir de ce moment-là d'ailleurs que le pouvoir réel et le pouvoir formel n'ont jamais coïncidé jusqu'à maintenant où le président actuel, Abdelaziz Bouteflika, a véritablement concentré les deux images, le pouvoir réel et le pouvoir formel. Sinon, tous les pouvoirs depuis 1957 sont moi je les appelle les pouvoirs vitrinaires, pouvoir de façade, et il y a un pouvoir réel qui est un pouvoir d'arrière-boutique qui tire les ficelles. Donc selon une loi non écrite, les chefs d'État, les chefs de gouvernement sont désignés par un pouvoir réel qui est informel, qui n'est pas inscrit dans la Constitution. Et l'étape actuelle, le président Bouteflika, si on peut lui reconnaître un mérite, c'est celui d'avoir rétabli la réalité des choses, c'est-à-dire le pouvoir réel et le pouvoir formel se sont fondus l'un dans l'autre. Le pouvoir vitrinaire, c'est le pouvoir réel. Beaucoup ne le croient pas, mais ceux qui ne le croient pas, c'est qu'ils ne connaissent pas le système de pouvoir actuel en Algérie. Le vrai pouvoir en Algérie, c'est le président Bouteflika. Ce n'est pas l'armée, l'armée est dans ses casernes, l'armée est une armée républicaine, elle l'a compris maintenant, il ne faut plus. Et d'ailleurs, le pouvoir militaire est complètement délié. Bouteflika a trouvé 15 généraux, il y en a plus de 300 maintenant. Il n'y a plus possibilité de former une junte. À l'époque où il était possible de former une junte avec les généraux janviéristes, c'était encore possible d'opposer un président élu à un pouvoir militaire qui n'a pas de réalité constitutionnelle, mais depuis qu'il n'y a plus de junte, le pouvoir, c'est celui du président de la République. Moi, j'appelle ça le stylo présidentiel. Et la signature du président peut limoger n'importe quel officier supérieur, y compris ceux qui occupent les postes les plus stratégiques. Donc l'armée, à ce titre-là, est devenue une armée normale, une armée républicaine. D'abord, il est très difficile d'imaginer Abane vivant, même s'il avait survécu à la Révolution. Il est peu probable qu'il survive à tous les remous de 1962, et puis on sait comment a fini Krim, comment a fini Khedar, etc. Donc je pense qu'Abane, comme il ne sait pas rester tranquille, il est dans sa nature de ne pas rester tranquille, Abane aurait sans doute connu le même sort que ses deux dirigeants. Maintenant, si la primauté du politique avait perduré jusqu'à 62 et qu'il y a un pouvoir politique qui sort, Abane en tant que gouvernant, en tant que chef de l'État, on peut l'imaginer aussi, je pense qu'il y aurait de la rigueur dans notre façon il y aurait des erreurs, c'est sûr, parce que les jeunes révolutionnaires, parfois, tout en croyant bien faire, ils font des erreurs, on le sait. C'est quelqu'un qui ne peut pas, on ne peut pas admettre un hégémonisme d'où qu'il vienne. Un hégémonisme idéologique, un hégémonisme identitaire, un hégémonisme militaire. Donc à ce titre-là, Abane aurait eu de grandes difficultés à gouverner. La seule chose qui importait pour Abane, c'est qu'il y ait un dénominateur commun à tous les Algériens. C'est ce qui ressort d'ailleurs de la plateforme de la Soumane, c'est la citoyenneté. Et moi je suis d'accord, tel que je suis actuellement avec le recul que j'ai à mon âge, c'est pour nous les constantes nationales, ce sont des facteurs de division. Parce qu'il y en a qui se sentent amazirs, il y en a qui se sentent arabes, il y en a qui se sentent musulmans, plus proches du musulman saoudien que du musulman kabyle, par exemple, ça j'ai eu à le constater. Donc les seules valeurs qui feront d'un Oranais le compatriote de quelqu'un de Tismsilt, de l'Armana Tireten, de Constantine, de Tbessa, c'est la citoyenneté. Comme cela existe dans tous les pays qui ont fait leur apprentissage progressif de la démocratie. Donc une seule valeur commune, un seul dénominateur commun, c'est la citoyenneté. Et Abane était donc pour la valeur citoyenne en tant que facteur unificateur de tous les Algériens. Il y a Ali Menjli, qui a dit un pays n'enfante qu'un seul personnage de la trempe de Abane Ardan par siècle.
Ibn Khaldun était d'accord, même s'il ne s'entend pas avec Majli, il a dit c'est un homme d'une trempe exceptionnelle. C'est très difficile parce que Abbad c'est un absolutiste. Absolutiste, c'est-à-dire il ne fait pas de compromis sur les idées nobles, sur les idées de justice, d'égalité, de citoyenneté, de pureté révolutionnaire. Abbad aussi, c'est l'un de ses grands défauts. Il a sacralisé au plus haut point la révolution. Et quand on sacralise quelque chose, on ne fait pas de compromis. Je peux citer aussi des dirigeants comme Amirouche, il a sacralisé la révolution, jusqu'à aller dans l'erreur. Beaucoup de dirigeants ont sacralisé la révolution au point où ça en devient même un handicap pour leur parcours révolutionnaire, et c'est le cas d'Abbad, d'Amirouche, etc. On comprend ce qu'il en est advenu. Le dernier ouvrage paraîtra donc au courant du premier semestre 2017. Il va clore la quadrilogie. Cet ouvrage dira la vérité, comme je le disais tout à l'heure. La vérité, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit amère à entendre. Je sais que ça va soulever beaucoup de remous, mais comme j'ai eu à le dire, je ne peux pas m'écarter de la vérité, même d'un centimètre. Ce que je crois être la vérité. Parfois, elle est très dure pour moi-même. Donc, a fortiori, quand il s'agit de la dire pour le public. C'est pour nous l'occasion donc de clore le débat et surtout de faire un deuil définitif à travers cette commémoration populaire, donc c'est le peuple, national à l'échelle nationale. Tous les gens qui ont connu Abbad, que ce soit dans le Constantinois, dans l'Oranie, peuvent venir assister à son enterrement symbolique dans un esprit d'apaisement et d'union nationale, ou dans un esprit d'union et d'apaisement de la mémoire nationale. Et cet enterrement symbolique sera fait selon la tradition bien de chez nous, où il y aura bien entendu du patriotisme, il y aura notre religion, puisque notre religion, elle préside à tous les enterrements, comme c'est de tradition chez nous. Donc il y aura la veillée du 27 décembre qui sera consacrée à ce qu'on appelle l'Khwan, une veillée funèbre. La journée du 28, il y a une activité importante dont je n'ose pas dévoiler la nature maintenant, parce que ce n'est pas encore tout à fait au point. Et la journée commémorative, c'est-à-dire la journée de l'enterrement symbolique avec Salat al-Ghaib, la prière de l'absent, elle sera faite le vendredi 29 décembre 2017. Moi je suis très heureux de travailler avec vous, parce que d'abord je sais que vous avez fait du bon travail. Je sais aussi que vous aimez votre pays, comme je l'aime. Je sais aussi que vous êtes assoiffé de vérité. Et moi, ça me convient très bien, tout ça. Puis j'admire beaucoup votre dynamisme et votre pragmatisme. Donc j'espère qu'on aura se voir encore une prochaine fois. En tout cas, ce que je veux dire, c'est pas une parole en l'air, ni un lieu commun, ni de la langue de bois. Il ne faut pas baisser les bras, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Notre pays a considérablement évolué, n'en déplaise à beaucoup. Ceux qui ne se souviennent pas des années, par exemple des années 80, c'est qu'une revue en tamazight pouvait vous conduire à la prison. Et maintenant, tamazight est langue nationale et officielle. Les caricatures des Watan, elles ciblent les hommes politiques, y compris le président de la République, ad hominem parfois. Donc il y a un progrès sur le plan des libertés, quelque chose de considérable. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre invitation.